Hello, hello! Bienvenue dans ton nouvel épisode d'Un Solaire Podcast. Pour cette fin de saison 1, on va pas juste papoter, on va agir. On met en lumière les Anges Écoliers, une asso en République démocratique du Congo qui change la donne pour les enfants défavorisés. Leur mission, offrir un toit aux jeunes vulnérables, leur ouvrir les portes de l'éducation et leur donner les clés d'un avenir pro solide. Bref, des super-héros sans cap. Si leur action te parle et que tu veux faire partie de l'aventure, alors check le lien en barre d'inscription et je te souhaite une bonne écoute. Avant de vous laisser avec ce nouvel épisode, je tenais à préciser qu'il a été tourné l'année dernière avec Bubiana, qui était la Noirisienne. Aujourd'hui, la Noirisienne a laissé place à juste Bubiana, consultante commerciale et social selling, à la tête de Muse Legacies et de Maison Anna Bijoux. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Bibiana, comment ça va? Bonjour Itia, écoute, je vais très bien, merci, et toi? Je vais super bien aussi, merci. Je voulais tout d'abord commencer par te remercier d'avoir accepté cette invitation. Je suis ravie de te recevoir sur Un Solaire Podcast. Et pour commencer, Bibiana, est-ce que tu veux bien te présenter à nos auditeurs? Qui es-tu? D'où tu viens? Très bien. Donc moi, je suis Bibiana, j'ai 32 ans, je vis à Paris. J'ai plusieurs casquettes. Je suis business développeur, je suis entrepreneur, je suis créatrice de bijoux, je suis aussi créatrice de contenu sur Instagram où j'inspire les femmes au confort qu'elles méritent à travers le fait de gagner son propre argent. Voilà tout ce que je fais. Il y en a beaucoup et je pense que j'aimerais bien qu'on discute de tout. Ça va être un peu compliqué, mais essayons. Alors, juste avant de commencer à nous expliquer vraiment ce que tu fais et à vraiment le vulgariser pour les jeunes qui vont nous écouter, Oui. quelles sont tes passions et tes intérêts? Alors, c'est peut-être étonnant ce que je vais dire, mais je n'ai pas spécialement de passion. J'ai beau chercher, j'aime plein de choses, mais je n'ai pas de passion. Ça a l'air triste dit comme ça, mais je n'ai pas encore trouvé ma passion à 32 ans. Je n'en ai pas spécialement. Si je devais dire un petit peu ce que j'aime et qui me fait un peu vibrer, depuis quelques années, je dirais grosso modo l'entrepreneuriat, mais je pourrais très bien arrêter du jour au lendemain, que ça m'empêcherait pas de vivre. C'est pour ça que je dis que j'ai pas de passion, parce qu'en général une passion ça te prend aux tripes et puis si tu la pratiques pas, ça te rend un peu triste. Moi non, ça, je suis certaine que ça ne me rendrait absolument pas triste. Pareil pour les bijoux, si j'arrête de faire des bijoux, je serais pas malheureuse, mais j'aime vraiment beaucoup en faire, ça me vide la tête. Donc la partie création, j'aime beaucoup. Et j'aime aussi beaucoup accompagner les femmes entrepreneurs sur leurs activités. Mais pareil, est-ce que c'est une passion? Je sais pas, mais c'est vrai que ça me permet de me sentir vivante, ça me permet de me sentir utile et j'aime beaucoup ce sentiment. J'ai beaucoup de gratitude de pouvoir ressentir ça. Ça marche, merci beaucoup. Et quelle est ton activité principale? Parce que là, on a vu que tu fais plein de trucs, mais ton activité principale, du coup, c'est laquelle? J'ai envie de te demander, c'est quoi une activité principale? Qu'est-ce qu'on considère comme une activité principale? Moi, je dirais, c'est vraiment ma définition. Par exemple, celle qui paye mon loyer, toutes mes factures, par exemple. Ça peut être, pour moi, c'est alimentaire. Ça, c'est pas le truc principal, non? C'est comme ça que je le vois. Mais effectivement, si on fait de l'alimentaire le principal, ce qui n'est pas mon cas, pour moi, l'alimentaire n'est pas ce qui définit mon activité principale. Je dirais plus l'activité où je passe le plus de temps, où je mets le plus d'énergie. C'est ça mon activité principale. Je dirais que c'est être business développeur. Voilà. C'est là où je passe plus de temps et où je fais le plus de choses. Les bijoux, c'est assez je le fais par saison. En général, je réveille la marque à la fin de l'année. Voilà. Pour les fêtes de Noël de septembre à décembre, c'est tout. Et tu fais tout à la main toute seule? Non, j'ai des artisans. Bon, plus maintenant, parce qu'il y en a qui ont fermé leur atelier. Donc, oui, là, pour cette année, je vais tout faire toute seule. Mais sinon, j'avais des artisans sur différentes parties du bijou, mais l'assemblage final, c'est toujours moi qui le fais. Et là, oui, je vais tout faire de A à Z.
Et puis tant mieux, puisqu'avec l'inflation, tout est devenu super cher. Donc si je fais tout moi, peut-être qu'il y a moyen de faire un peu baisser les prix. Donc c'est un mal pour un bien. Je rebondis même quand j'ai des mauvaises surprises. Voilà. Ça marche. On pourra en parler un tout petit peu plus tard sur la partie bijoux. Très bien. Mais du coup, sur la partie business dev, est-ce que tu peux expliquer, par exemple, à un jeune qui va, par exemple, avoir son bac, Oui. il ne sait pas ce que c'est un business developer, pardon. Est-ce que tu peux lui expliquer de façon très simple ce que c'est qu'un business developer? Est-ce que tu fais? D'accord, très bien. C'est très drôle que tu me poses cette question, parce que mon neveu me posait la question la semaine dernière, parce qu'il a fait son stage avec moi. Et du coup, il doit faire son rapport métier sur un des métiers qu'il a eu dans l'entreprise, et il a choisi business developer, évidemment. Donc, j'ai l'impression de m'adresser à lui en répondant à cette question. Un business developer, c'est tout simplement la personne qui, dans l'entreprise, s'occupe du cycle de vente de l'entreprise. Donc, nous sommes là pour rentrer en contact avec le prospect. On va plutôt l'appeler un prospect, puisque quand il arrive chez nous, il n'est pas déjà client. Un client, c'est une personne qui paye. Voilà. Donc, nous allons réceptionner le prospect et nous allons faire la première partie qui est la définition du besoin. Donc, on est là pour bien comprendre le besoin, pour pouvoir ensuite proposer le bon produit, le bon service à cette personne-là. Le but, ce n'est pas de lui faire acheter tout et n'importe quoi. Un bon business developer est à l'écoute. Il va parler uniquement il va parler en tout cas de ce qui va concerner le problème, le besoin de son prospect. On nous voit souvent comme des requins. Oui, vous êtes juste là pour nous faire les poches et nous vendre. Non, ça, c'est un vendeur bourrin. Un bon business développeur, il est là uniquement pour répondre à ton besoin. Ni plus, ni moins. Il n'est pas là pour te filer un tas de choses dont tu n'as pas besoin. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Pourquoi? Parce qu'on est aussi là pour créer un lien avec le prospect, un lien avec le client, parce qu'on est là pour développer un portefeuille client. Pas juste pour faire du one shot. On est là pour développer un portefeuille client pour rendre pérenne l'entreprise, pour pouvoir refaire des ventes derrière, continuer d'accompagner cette personne sur ses besoins sur le long terme. Donc, on va faire ensuite des rendez-vous. On va faire des propositions commerciales pour lui, tout simplement lui proposer les différentes solutions qui pourraient répondre au mieux à son besoin. Il peut y avoir des phases de négociation. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens juste, ils payent. C'est tout. Ça arrive. Pas toujours le cas, mais ça arrive. Ça peut aller dans certaines entreprises, aller jusqu'à donc faire le closing, donc où on va signer le devis, on va faire la facturation. Ça peut arriver dans certaines entreprises, vraiment. On va appeler le full cycle. C'est du moment où on repère le prospect jusqu'à ce qu'il signe et qu'il se mette à travailler avec nous. On va s'occuper de tous ces moments-là, de tout le suivi client, de toutes les relances, bien sûr. On a aussi la partie prospection, où donc nous on va aller créer le portefeuille client de l'entreprise. On va aller chercher la cible. On estime qu'on est les mieux placés pour savoir qui a besoin de ce qu'on fait. Donc on va aller les chercher sur le net. Ce qui est écrit techniquement sur mon diplôme, c'est responsable d'acquisition numérique. Donc en mode vulgaire, c'est aller chercher le client dans le digital. Donc essentiellement prospection digitale, donc par mail ou du phoning. Et on va créer ce fichier, donc on va mettre ce fichier qu'on appelle un CRM. C'est là où on va centraliser toute la prospection, tout le suivi client, et c'est ce qui nous permet de centraliser toutes les informations pour être à jour dans notre suivi. Ça va être consigner tous les appels, tout ce qui s'est dit, tout ce que le prospect a dit qu'il avait besoin. Oui, rappelez-moi dans 2 mois. Dans 2 mois, on a mis une tâche pour le rappeler. T'inquiète, on va pas oublier. Tu vas pas nous bullshit. En fait, un bon business développeur est super organisé. Il utilise ses outils pour ne rien oublier. C'est ce qui va faire la différence aussi on peut avoir du talent, mais on peut être aussi un business développeur qui n'a pas spécialement de talent. Mais si on est organisé, on est carré, on utilise bien ses outils, on peut bien s'en sortir. Donc, essentiellement, suivre les clients, répondre à son besoin, faire des ventes pour développer le chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est vraiment un poste stratégique dans une société.
Et là, c'est vraiment moi une question. Quelle est je sais qu'il y a une différence, mais quelle est la différence entre le chef de projet, du coup, le business developer? Parce qu'il y a plein de petits mots ou de tâches aussi que tu as dites qui me font penser à un chef de projet. Un chef de projet à quel niveau? Justement, là, je sais pas trop. D'accord. Imaginons par exemple la chef de projet en informatique. Un chef de projet, il est pas censé être là pour vendre. Il peut faire de l'upselling parce que, par exemple, moi, après avoir vendu mes prestations, je refile l'opérationnel à un chef de projet qui s'occupe de piloter la prestation. Moi, je n'interviens pas à ce moment-là. Il va juste me faire des remontées pour me dire, ah, le client, finalement, il veut faire 36 modifications. Est-ce que tu peux revoir le devis? Parce que du coup, ça remonte dans le commercial et c'est tout. Je vais suivre pour voir comment la prestation se déroule. Ce que j'ai vendu se déroule. C'est quand même moi qui l'ai vendu, donc j'ai besoin de savoir comment ça évolue. Le chef de projet, il peut faire de l'upselling, c'est-à-dire revendre encore par-dessus ce qu'on a déjà vendu, enfin d'autres choses, parce que tout simplement le client, il va être à son contact. Il aura l'impression que c'est lui son interlocuteur privilégié, mais c'est son interlocuteur sur l'opérationnel. Enfin, dans ce que je fais, je sais pas dans d'autres entreprises. Du coup, il peut faire une autre vente supplémentaire dessus, mais c'est juste parce que le client lui demande. Il n'est pas chargé de vendre quoi que ce soit, mais il peut parce qu'il est déjà au contact du client. Mais il n'est pas là pour vendre. Ce n'est pas le cœur de son métier. C'est vraiment un bonus, un plus. C'est pour ça que certains chefs de projet ont des primes sur les ventes. C'est s'ils font de l'upselling, ils continuent de conseiller, ils proposent quelque chose de complémentaire à la prestation qui a été vendue. Ils peuvent faire des ventes, mais c'est pas leur métier. On leur en voudra pas du tout s'ils vendent rien du tout. Moi, si. Voilà. Moi, oui. Moi, c'est problématique. Si je ne vends rien, c'est très problématique. Ça va. Merci beaucoup. Et concernant tes deux autres activités, la création de bijoux et l'accompagnement des femmes, je te propose que durant l'interview, dès que c'est le moment où tu as commencé à le faire, qu'on commence à en parler. Parce que là, on va revenir du coup au tout début. D'accord. Maintenant que tu nous as expliqué ce que tu fais, j'aimerais bien qu'on revienne à l'étape du lycée, lycée première terminale. T'as grandi à Paris? Oui. Ah non, pas du tout. Non. T'as pas grandi à Paris? Je n'ai pas grandi à Paris. J'ai grandi en Guyane. En Guyane. Et je précise, je sais plus si on a précisé, tu es haïtienne. Je suis haïtienne. T'es haïtienne, t'as grandi en Guyane. Ah oui. Alors, je suis née en Haïti de 2 parents haïtiens, mais j'ai grandi en Guyane. Donc, à 9 mois, mes parents ont quitté Haïti pour aller vivre en Guyane. Et jusqu'à mes 12 ans où je suis venue vivre je vais pas dire à Paris, parce qu'on n'est pas arrivé à Paris directement, mais en banlieue parisienne, mais en Île-de-France en tout cas. Donc c'est l'année de mes 12-13 ans où j'ai connu la France métropolitaine. Du coup, c'est intéressant. Alors, parce que 12-13 ans, t'as des souvenirs quand même de la Guyane. Ah bah oui. J'étais pas un bébé. J'ai bien passé toute mon enfance. J'ai littéralement passé toute mon enfance en Guyane française. Et c'est à partir de mon préadolescence que je suis arrivée en France métropolitaine. Donc j'ai des souvenirs. Bon, maintenant c'est flou, j'ai quand même 32 ans aujourd'hui. Ça fait ah mon Dieu, ça fait 20 ans. Oh la vache. Mais ça va. Mais déjà. Oh waouh. Ça fait longtemps que tu t'es pas posé pour te demander Mais ça fait combien de temps. Pas du tout. Je suis désolée de te faire redescendre dedans. Ah, ça fait 20 ans que je suis en France. Oh la vache, le pire c'est que je suis jamais retournée en Guyane depuis. Oh, c'est dramatique. Oh, ça me met les larmes aux yeux, j'avais jamais réalisé. Bon, tu as préparé tes vacances. Ouf, bah ouais. Ah purée, ça me donne un coup de vieux là. Oh la vache. Ok, désolée, je me ressaisis, ok. Pas de souci. Du coup, ma question, j'allais te demander, est-ce que tu vois quelle est la différence entre la Guyane, puisque tu étais à l'école primaire là-bas, tu as commencé le collège du coup là-bas aussi? Oui.
Et est-ce que tu vois une différence entre, du coup, je vais parler du collège puisque l'école primaire, tu l'as pas fait ici, entre le collège là-bas et ici, est-ce que t'as vu une grosse différence? Qu'est-ce qui a changé quand t'es arrivé Ah dans le... ouais. Oh, vraie question. Vraie question. Ah, je sais que ça a été quelque chose de... Oh waouh. C'était vraiment comme si... je sais pas, mes références trop drôles. Je sais pas si vous avez regardé. Je dis vous parce que je parle à toi et à tes auditeurs. Mais je sais pas si vous avez vu Le Monde de Narnia. Oui, 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 Vous oui, voyez j'ai quand vu. ils ouvrent le placard là et qu'ils rentrent et qu'ils arrivent dans le monde de Narnia et qu'ils sont là. Oh mon Dieu, c'est quoi ce monde dans ce placard? Je me suis sentie comme ça en arrivant au collège en France métropolitaine. En plus, je suis arrivée en hiver, donc pour moi, c'était vraiment le monde de Narnia. C'était la première fois que je voyais la neige. C'était la première fois que je mettais un manteau sur moi. Oui, moi, bah oui, tu fais cette tête, mais moi, j'avais vu la neige que dans les dessins animés, hein. Il y a pas la neige en Guyane. Pour moi, c'est un truc, comme dans les contes de fées, c'était la même chose, la neige. C'est comme les princes et les crapauds qu'on embrasse et qui deviennent des princes. La neige. Voilà. C'était pareil pour moi. Et quand j'arrive au collège, ouais, là, je peux vraiment comparer. C'est des choses très, très bêtes, hein. Enfin, c'est mon point de vue de préadolescente qui sort enfin de sa Guyane et qui a jamais rien vu d'autre. Ça a l'air d'être complètement insignifiant, mais c'est des choses qui m'ont marqué, parce que même 20 ans après, c'est que de ça dont je me souviens. Ça va être déjà un truc très, très bête. Ils se font la bise. J'étais là, mais pour moi, dans ma tête, c'était les adultes qui se faisaient la bise, mais non, ils avaient cette éducation comme les grands, là, on aurait dit des petits, des adultes miniatures. C'était très bizarre. En fait, en Guyane, j'avais encore la sensation d'être un enfant, d'être l'enfant de quelqu'un, enfin, qu'on ait des enfants à l'école. Alors que ici, j'ai eu la sensation que on nous prépare déjà à la vraie vie. Ça j'étais complètement déphasée. C'est comme si on m'avait poussé de l'enfant, genre, waouh, grandis là. Vraiment, je l'ai pris comme ça. Ça a l'air de rien, la bise. Mais là, je me suis dit, ouh là 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 là. Mais on est comme chez les grands ici. Vraiment, et puis se mettre à faire la bise, toucher le visage des gens. Oh mon Dieu. Pour moi, c'était trop. Comment ça, tu rentres déjà dans mon espace vital? On se connaît pas. D'accord? Franchement, j'ai trouvé ça très choquant. Et puis, il y a aussi le fait que je suis arrivée en hiver, je le répète, je suis arrivée le 25 janvier 2005. Donc, en plein hiver, on va à l'école, il fait encore nuit. Mais c'est quoi cette vie? En Guyane, le soleil, il se lève à 6 heures du matin, il fait jour. T'as la patate pour aller à l'école. Comment ça, on va à l'école, il fait encore nuit? Moi, enfin, jamais. C'est quoi ce pays? Attends, ils s'adaptent pour changer l'heure d'hiver, l'heure d'été, mais ils se disent pas qu'il faut adapter aussi à l'heure des humains. Il fait nuit, on reste chez nous. Vraiment, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Je disais, mais waouh, c'est quoi ce pays d'esclavage? Quoi? Vraiment, je l'ai très mal pris. C'était le truc. Je pouvais pas. Aller à l'école quand il faisait nuit, ça me choquait. J'étais encore dans les gaz. Ce qui m'a choqué aussi, où il y a on va parler que de ce qui m'a choqué, parce que tout me choquait. C'est que on était 3 noirs dans ma classe. On arrive, période de contrôle. La prof me dit, c'était en littérature, enfin français. Oui, c'était français. Mais comme tu viens d'arriver, c'est pas grave si tu fais pas le contrôle. Je dis, bah non, je vais le faire. J'ai lu ce livre. On lit en Guyane, hein, vous savez. Oui. C'est français. On a le même programme que vous. Et il me traitait comme si je venais du fin fond de la Papouasie, dans un village sans électricité, sans internet. C'était trop drôle. Du coup, moi, comme je suis joueuse, je fais quoi? Je joue le jeu. Je joue la villageoise pour les choquer à mon tour. Fait que je leur dis rien. Parce que je vois qu'il y a certes, il y a deux camps. Il y a des gens qui veulent faire l'éducation des autres et ceux qui s'en foutent. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Je suis pas là pour faire l'éducation des gens. Tu fais genre, t'es dans un pays où c'est avancé, mais tu t'intéresses pas du tout à ce qui se passe hors de ton pays. Ok, je vais jouer le jeu. Je vais te faire croire que la manière dont ça se passe dans ta tête, oui, c'est comme ça, oui. Ouais. On vit sur les Oui, arbres.
Genre, on dirait que j'étais descendue de ma cabane pour venir dans le pays des Blancs. C'est français, on a le même programme que vous. Du coup, je fais, bah non, je fais le contrôle. Et là, je me regarde, genre, oh, elle est courageuse. Non, j'ai juste lu le livre, comme vous. Voilà. Et là, j'ai 15/20. Et les gens, ils sont choqués, genre, oh, waouh, comment t'as fait? J'ai lu le livre. Ah ouais, vous lisez les mêmes livres que nous? Est-ce que c'est pas le même Genre, programme? déjà, vous parlez français? Comment tu fais pour les comprendre du coup depuis Non. que tu es arrivée? C'est ça Genre, ma je me suis question. adaptée en 2-3 jours, j'ai appris la langue, je comprends pas parce que j'avais un fort accent guyanais. Donc, pour eux, c'était genre, j'avais un français rudimentaire. On fait, ah, mais non, elle parle vraiment français. Jamais. Mais qui sont ces gens? Du coup, je me sentais plus éduquée qu'eux, je me sentais plus cultivée. Parce que je venais d'ailleurs, j'avais plus de notions d'ailleurs. Eux, ils ont juste leur prisme français. Jamais. Mais pour qui vous vous prenez, en fait? Ils me regardaient de haut, mais moi-même, dans ma tête, je les regardais de haut, genre. Non, mais vous croyez que vous êtes qui? Mais eux, ils me regardaient genre, oh, la petite noire. Je suis pas votre petite noire. Mais je le vivais pas en mode prétentieux, genre je vais vous montrer que j'avais rien à prouver, je savais qui j'étais, je savais que j'étais pas en retard. Et donc il y avait tout ce côté curiosité, j'étais la bête de curiosité, mais dans le sens, oh mon Dieu, elle est à notre niveau. Pas le bête de curiosité, oh il faut prendre soin d'elle, il faut lui montrer les trucs. Ah mon Dieu, on n'a rien à lui montrer. Genre bah non, ouais, et du coup je me suis intégrée super vite. En 1 an, j'avais plus d'accent, mais genre complètement gommé. Ça m'a choquée parce que je suis arrivée en même temps que mon frère. Son accent, il est resté beaucoup plus longtemps que moi. Mais lui, c'est parce qu'il côtoyait je pense qu'il a recherché ou il a attiré, j'en sais rien, pour se réconforter, un peu ce cocon, un peu créole, haïtien ou guyanais ou guadeloupéen, en tout cas des Antillais. Et ton grand frère? Oui. Moi, je l'ai pas spécialement recherché. Moi, j'étais juste en mode expérimentation. Bon, on est où là? J'étais plus, ok, c'est qui ces gens? Comment ils vivent? C'est quoi leur code? J'étais plus en mode, je suis arrivée où? Comment on vit dans ce nouvel espace? Donc ça, c'était plus, j'ai vraiment vécu comme une expérience et je me suis assez vite intégrée. À ma grande surprise, sachant que j'ai beaucoup déménagé, donc j'ai appris à mes 32 ans, je crois que j'en suis à mon 20e déménagement pour te dire. Donc j'ai appris à très vite m'adapter à mon environnement. Donc le changement, c'est plus un truc qui me déphase, qui me bouleverse, qui me met mal. Au contraire, pour moi, c'est un nouveau challenge. À chaque fois, j'apprends toujours des nouvelles choses. Mais alors qu'en Guyane, on a plus ce côté enfant. T'es là pour apprendre, t'es là pour t'éduquer, t'es là pour te perfectionner, t'es là pour grandir, t'es là pour sociabiliser. Il y a plus cette notion un peu. En plus, on connaît tout le monde parce que ma ville, elle était minuscule. C'est les enfants de tout le monde, c'est les enfants des voisins. On se connaît réellement. Alors qu'en France, c'est vraiment des inconnus, les gens qui sont là, avec qui tu passes toute ta journée. On s'en rend pas compte, mais c'est super bizarre, hein, quand même, de passer tout ce temps-là avec des inconnus. Je trouve ça plus normal de passer toutes ces journées avec des gens familiers. Là, c'est vraiment des inconnus. Ça aussi, c'était hyper étrange. Et le fait que, en Guyane, t'as des gens qui te ressemblent en majorité. Les blancs, ils étaient en minorité. Là, ça s'est inversé du jour au lendemain. J'étais choquée. Non pas que je croyais qu'il y avait des noirs partout, mais quand tu baignes dans ça, tu te poses pas la question, en fait. C'est peut-être qu'il y avait 2 blancs dans ma classe. Là, j'arrive, je fais partie de la minorité. Comment ça? What? Ça aussi, c'est hyper bouleversant. T'es là, subitement, il y a moins de gens qui me ressemblent. Pourquoi? Ils sont où? On a ce sentiment d'avoir envie de les rechercher, de connecter avec eux. Et j'ai appris, c'est pas parce qu'ils sont noirs qui sont comme toi. Ça m'a choquée. Ah d'accord, c'est pas pour autant que comme ils sont noirs et tout que vous allez connecter, ça va être plus facile. Ah d'accord, non. Ah d'accord. Ok, bon.
mon amour. Parce que tout ce que tu dis, ça fait écho. Parce que nous, on est arrivé avec ma mère, elle est venue en France, j'étais en CM2 ou CM1. Comme ça. Et tout ce que tu as dit, à chaque fois, je me voyais, je disais, oui, je confirme. Je confirme. Mais c'est vraiment une expérience de vie qu'on a vécue là. On se rend pas compte parce qu'on a juste suivi le cours de notre vie, puis c'était comme ça et que voilà. Mais quand on remet le regard dessus, mais c'est une expérience sociale. On devrait faire des études sur nous. Enfin, on se rend pas compte à quel point ça marque de vivre autant de différences comme ça du jour au lendemain, surtout quand t'es enfant. Ça ancre tellement de choses en nous. On est subitement obligé d'apprendre tellement de codes, peut-être même d'en oublier d'autres, enfin de se défaire d'anciens codes parce que ça fonctionne pas dans cette société-là. Enfin, beaucoup trop de différences avec lesquelles tu dois jongler du jour au lendemain, et puis après ça vient interroger ton identité, parce que tu sais plus trop à un moment qui tu es, comment tu dois te comporter. T'as l'impression que tu dois choisir. Moi, je me suis toujours sentie le cul pas entre deux chaises, mais entre trois chaises. Que en Guyane, je me suis jamais vraiment sentie guyanaise. Qui te rappelle bien, t'es pas guyanaise, t'es haïtienne. En France, je me suis jamais vraiment sentie française. Attends, t'es noire, tu viens d'ailleurs, t'es pas une française. Et puis du côté haïtien, comme je parle pas créole et que je baigne pas forcément dans ma culture, est-ce que t'es vraiment une haïtienne? On sait pas trop. Voilà. Donc pour moi, j'ai l'impression de devoir faire un choix entre ces trois cultures jusqu'à ce que je me dise, mais j'ai pas besoin de choisir. Je suis qui je suis. J'ai ces trois cultures qui baignent en moi. Pourquoi je vais choisir? C'est là. C'est là. Je pourrais très bien aller en Haïti. Je pourrais très bien aller en Guyane, comme je pourrais très bien finir ma vie ici. Et c'est OK. J'ai pas de choix à faire. Oui, t'es quoi? Tu te sens quoi? Mais laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Moi, je sais que je suis haïtienne. Est-ce que ce qui fait de nous des Haïtiens, c'est parce que tu grandis toute ta vie là-bas, que tu parles parfaitement ta langue? Moi, je comprends très bien ma langue. C'est un choix qui fait que je ne parle pas créole haïtien. Et c'est justement à cause de t'es pas ceci, t'es pas cela, t'es pas cela. Moi, je me suis juste dit, je vais juste parler la langue de là où je me trouve. Point barre. Donc, demain, si je vais m'installer en Italie, je vais parler italien. C'est tout. Je vais apprendre l'italien, je vais parler italien et c'est OK. Donc, c'est un gros questionnement aussi sur l'identité, qui tu es, comment tu te sens, qu'est-ce que tu revendiques, quelle est ta culture. C'est des questions que tu te poses pas quand t'es en Guyane, parce que tout le monde te ressemble. Tout le monde te ressemble. C'est OK. Là, t'as des crises identitaires pas possibles à un trop jeune âge pour se poser des questions comme ça. En plus, il y a personne pour te répondre. Tes parents, ils ont pas vécu ça. Ils sont déjà ancrés dans leur culture. Où qu'ils aillent, ils resteront haïtiens. Ils sont pas là pour s'adapter ou quoi ou qu'est-ce. Bon, ils s'adaptent à la société, mais pas ce côté identitaire. Quand quand t'es ado, c'est le moment où t'es en train de créer ton identité. Je trouve que c'est le pire moment pour quitter après, bon moment aussi pour adopter une autre culture, parce que c'est très facile, vraiment, en un an. Ah, j'étais devenue française, Ah, c'est bon, mais ça s'est fait naturellement, sans forcer. Mais c'est dur. C'est hyper dur. C'est maintenant que tu dis ça, moi, je sais même pas à quel moment j'ai parlé français, parce que nous, quand on est arrivé, on parlait que notre langue maternelle. Enfin, on était à Mayotte et ça commençait, il y avait déjà le français qui était là depuis longtemps, mais on avait quand même toujours notre langue qui était vraiment ancrée, que ça soit à l'école, même à la maison. Donc moi, le français, je maîtrisais pas le français. Vraiment pas du tout. Bonjour, au revoir, Le minimum. Voilà, écrire, lire, OK, mais parler toute la journée, non. Donc on arrive à Marseille, je ne sais pas à quel moment j'ai parlé français. Mais pourtant, je me rappelle avoir parlé français tout le temps. Voilà. Mais je ne sais pas à quel moment c'est arrivé. C'est pour ça que je dis que c'est en même temps le pire moment, mais en même temps le meilleur moment, parce que tu t'adaptes beaucoup plus vite. Quand t'arrives un peu plus vieux, assez dur d'apprendre, ne serait-ce que le français. Et puis après, une fois que t'as appris le français, il faut apprendre les codes du pays, les gens, comment ils vivent. C'est hyper dur. Et là, je me dis, mais pourquoi t'as encore ton accent depuis le temps que t'es là? Mais c'est parce que je suis arrivée plus vieux que toi. Ah, surtout quand tu arrives et que tu as fait l'école en France, ça va très vite. Si tu baignes avec des petits Français, ça va super vite. T'as même pas besoin de prendre des cours ou quoi que ce soit, juste t'entends parler et puis tu essaies ça s'installe super vite. Mais quand t'arrives à 20 ans en France, bonne chance.
t'as intérêt à avoir été dans un pays francophone. Si ce n'est pas le cas, l'intégration, elle est dure pour avoir vu dans d'autres communautés des étudiants qui étaient arrivés tard pour faire leur master, des trucs comme ça. Ils se disent, ils restent beaucoup entre eux parce qu'ils se comprennent, parce que c'est dur de s'intégrer dans ce pays, à leur code et tout, les Français. On se rend pas compte, hein, quand on ne l'a pas vécu, qu'on est né en France, et qu'on a fait de la maternelle jusqu'à maintenant, jusqu'à la vie d'adulte ici. Mais quand on arrive en cours de route, qu'on est adulte, c'est très dur de s'insérer dans le truc. Faut vraiment se faire violence, faut vraiment se dire, ça, je dois abandonner. Et là, t'es consciente, quand t'es préadolescente, adolescente, t'es pas consciente que tu abandonnes certains codes, certains trucs de ta culture pour t'adapter. Du coup, le choix, il se fait de manière plus fluide. Et du coup, je me suis posé moins de questions, mais pour le voir de l'extérieur avec des adultes maintenant qui vivent ça, je me suis dit, oh là là, heureusement que je suis pas arrivée adulte. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça aurait été très, très compliqué, mais après, même quand tu deviens adulte, après, tu te reposes ces questions d'identité. Qu'est-ce que je veux me réapproprier, que j'ai laissé dans mon adolescence? Pas parce que j'aimais pas ma culture, mais tout simplement parce que c'est instinctif. Je m'adapte à mon environnement comme un animal l'aurait fait si le climat change. C'est pareil. On oublie des fois qu'on est juste des mammifères, voilà, et qu'on s'adapte à notre environnement et on le fait sans se poser de questions. Quand on devient adulte, on est beaucoup plus conscient et là on se dit, ok, qu'est-ce qui compose réellement mon identité? Mais tu te le poses beaucoup plus tard. Bien sûr que j'ai eu ma petite crise identitaire plus tard. Maintenant, je suis ok avec ça. Mais elle arrive tôt ou tard. Et ça, ce sont des choses que les autres ne vivent pas quand ils ont jamais quitté leur pays natal. Et tant mieux pour vous, parce que c'est pas marrant. Non, c'est pas marrant du tout. Vraiment. Pas du tout. Et quand tu parlais de trois identités, pareil, moi, ma mère, elle est mohélienne, du coup, Comore. Pas trop si tu vois. Je vois, oui. Et du coup, il y a un peu la scission entre les Comores et Mayotte. Mon père est maoré. Du coup, à Mayotte, on était considérés quand même comme du coup des Comoriens, alors que mon père est maoré. Donc moi, j'ai vécu la plupart de mon temps à Mayotte et en France. Donc à Mayotte, je me sens pas forcément chez moi. En France, je me sens pas forcément chez moi. À Mohéli, je suis partie 2 fois. Donc encore pire. Donc maintenant, où est-ce que je me situe? Et justement, il y a ce truc-là où partout où je vais, je me sens pas chez moi, mais je peux vivre partout. C'est ça. C'est très bizarre ce truc que ça crée, ce qu'on pourrait croire que ça crée un mal-être. Je pense qu'on en a fait une force finalement et on arrive à s'adapter, on arrive à être bien partout, on arrive à se dire que la maison c'est là où je suis. Je suis pas. Du coup, je pense qu'on est moins attaché à une terre, à un truc. La maison, c'est là où je suis. C'est là où je crée mon foyer. C'est là où je crée mon cocon. C'est pour ça qu'on pourrait déménager du jour au lendemain n'importe où avec n'importe qui. C'est ok. Moi, on peut me dire, oui, viens, il y a du travail, des clients là. Ah, ok, c'est bien payé. Ouais, comment ça, j'arrive? Il y a des gens, ils font des plans. Oui, dans 1 an, je partirai. Il faut que. Non, moi tu peux m'appeler là, viens t'installer au Luxembourg. Ok, j'arrive. Tant que tu mets l'argent dessus et que c'est bon, tu peux déménager comme il faut. Tant que je peux vivre correctement, oui, le dépaysement, oui, je suis attachée à rien. Je suis attachée à rien. Et est-ce que ça t'est arrivé l'attachement aux autres? Parce qu'on en parlait encore avec ma petite. On a beaucoup déménagé pareil et on n'a pas cet attachement-là avec les amis. Certes, on aime nos amis, mais on sait que quand on va déménager, en fait, on va déménager. Il y a aucun problème avec nous. Comment on va faire pour s'appeler, tout ça. Nous, ça passe pas dans nos têtes. Si un jour on se parle, ok. Si on ne se parle pas, mais en fait, j'ai l'habitude. La vie continue. Mais évidemment, du coup, après, je pense que c'est propre aux personnes qui ont vécu ce qu'on a vécu, comme on l'a vécu. C'est que, c'est pareil que pour la culture, c'est pareil que pour la ville où on a beaucoup moins d'attachement, que ce soit dans le matériel ou que ce soit dans l'humain. On peut s'attacher comme on peut se détacher hyper vite. Les gens pensent qu'on s'en fiche d'eux. C'est pas ça, c'est la vie qui nous a façonnés ainsi. Pardonnez-nous, on ne s'en fout pas de vous, nos chers amis, c'est pas ce qu'on est en train de dire. C'est juste que la vie nous a tellement façonnés à l'image du changement que on peut se défaire très vite de certaines amitiés, de certaines personnes, de certaines relations et en construire d'autres
très vite avec de nouvelles personnes dans un nouvel environnement et c'est complètement OK. Si on doit vous oublier, on vous oubliera, on va pas vous mentir, hein, ça fait partie de la vie. Si on doit garder un lien, on va garder un lien. Moi, j'ai des amis que je vois peut-être 2 fois par an et c'est complètement OK. Du coup, peut-être que j'ai recherché ce genre d'amitié où l'attachement n'est pas au cœur de ce qui nous relie. Pas du tout. Du coup, on pourrait être à l'autre bout du monde, on continuerait de se parler. Bah, à force, du coup, j'ai créé des relations qui peuvent vivre au-delà de la proximité. Voilà. Les gens comme nous, on cherche plus beaucoup la proximité avec les gens. Bon, peut-être pas avec notre mari ou le noyau proche, hein. Faut pas Et c'est ça qu'ils comprennent pas. À chaque fois, ils nous donnent l'exemple, mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. C'est pas pareil. On parle de notre noyau, mais au-delà de notre noyau, notre cocon familial, tout le reste, là, faut dire que vous gravitez autour, vous gravitez autour, et petit à petit, on va construire des relations qui peuvent vivre dans le changement. Mais si vous vous êtes pas inscrit dans ce cadre où ça peut vivre dans le changement, vous êtes de passage. Vous êtes de passage. Voilà, c'est complètement OK pour nous. Peut-être qu'il y a des gens qui le vivent très, 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 très mal, mais ils vont le vivre très mal quand ils savent pas ce qu'on a vécu. Quand ils savent, quand ils connaissent les détails de notre vie, ils comprennent mieux. Quand moi j'ai dû aller les expliquer, qu'ils comprennent, oh là là, tous les changements, tous les bouleversements. Et même ils se disent, ah ouais, ça va, t'es plutôt équilibré, hein, pour quelqu'un qui a vécu. Il le fallait. Voilà, je n'avais pas le choix. Mais quand ils savent pas, ils se disent juste qu'on est des personnes froides, détachées, qu'on s'en fiche des gens. Ce n'est pas ça. Quand vous voyez des gens comme vous, posez des questions si vous ne comprenez pas, et puis vous allez mieux comprendre. Mais si vous ne faites pas l'effort, ça n'a rien à voir avec vous. Voilà. Ne prenez pas les choses pour vous. C'est non. Je suis trop contente que tu l'aies vraiment super bien expliqué. J'espère que mes proches qui vont écouter ça vont finir par comprendre pourquoi je n'envoie pas des messages tous les jours et que je n'appelle pas tous les jours. Oui! Mais je les aime quand même. C'est ça le truc. En plus, on a tous le même comportement. C'est que les histoires d'être collés serrés tout le temps là, tout le temps en communication, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas, on ne, c'est pas qu'on ne peut pas, mais c'est très bizarre, mais c'est comme si inconsciemment on se préparait constamment à partir. Du coup, le fait de garder un lien là tout le temps, on se parle et tout. Moi, tu m'appelles, c'est oui, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rien. Bye, bisous. Tiens. Qui va parler avec toi pendant des heures pour je ne sais pas faire ça. Moi, si je passe du temps avec des gens au téléphone, c'est que ce sont des prospects. Je travaille. Ça me rapporte de l'argent. Je parle pas avec toi pour rien. Je peux pas. Ça me demande de l'énergie, puis je vois pas à quoi ça sert et tout. C'est pour les gens, enfin, ça sert pour les gens qui ont besoin de conserver ce lien. Moi, c'est pas parce que je te parle pas tous les jours que je n'ai pas ce lien. Je sais que je suis là pour toi si tu as besoin. Tu sais que je suis là si tu as besoin. Ça me suffit. Ça me suffit largement. Juste quelqu'un qui me dit, je suis là si tu as besoin. Ok. Merci. C'est tout. C'est tout. Mais il faut pouvoir côtoyer des personnes qui le comprennent. Je sais que ça ne matche pas avec les gens qui sont très collés, serrés. Ma sœur, par exemple, on n'a pas vécu le même parcours. Elle est au téléphone toute la sainte journée. Avec ses amis, avec son copain, avec ses cousines. Elle a besoin du lien. Elle a besoin d'être connectée tout le temps. H24. Juste, je la vois être au téléphone, elle m'épuise. J'attends qu'elle raccroche, ça me fatigue. Juste le fait que tu l'aies raconté, je me suis imaginé. Ça m'agace. Ça m'agace. Je me dis, mais t'es tout le temps au téléphone. Je fais, bah oui, non, je vis toute seule. Si je suis pas au téléphone, ça veut dire que, et je fais quoi? Je regarde le mur de chez moi. Je dis, bah oui, le silence, c'est bien aussi. Elle peut pas. Heureusement qu'elle a des enfants. Quand ses enfants sont pas chez elle, elle est perdue. Elle est perdue. Elle sait plus qui elle est, elle sait plus quoi faire de son temps, de sa vie. C'est un autre schéma. On n'a vraiment pas le même schéma. C'est très bizarre. Je comprends, hein, je comprends de loin, mais je pourrais pas. Je pourrais pas, et c'est pas contre les autres, c'est juste qu'on a eu un parcours de vie qui fait que on ne vit plus par ces attachements-là.
voilà, ça fait partie d'un bagage qu'on met en option dans notre valise, mais qu'on peut très bien l'alléger si ça ne rentre plus dans la valise. C'est Clairement. voilà, voilà. Bon, merci beaucoup. On a passé beaucoup de temps sur cette partie, mais Ouais. je pense qu'elle était super importante parce que ça va faire écho, que ce soit pour les plus petits ou les plus grands, que ça soit sur l'adaptation en France pour ceux qui viennent après pour les études ou même ceux qui viennent très jeunes en ayant vécu déjà leur culture chez eux. Donc franchement, je suis contente qu'on ait passé beaucoup de temps dessus. Je pense que ça mettra des mots sur pas mal Oui. d'interrogations qu'on peut avoir. Mm. Attends, je veux juste rajouter une autre chose que Mhm. je pense être importante, surtout pour les femmes noires, Mhm. c'est que le fait, je m'en suis rendu compte une fois adulte, évidemment, pas quand j'étais petite, j'en avais pas conscience, mais le fait d'avoir grandi dans mon enfance, de mes 0 à Mm. mes 12 ans, avec des personnes qui me ressemblaient, qui étaient de la même couleur de peau que moi, qui avaient la même Mm. culture, grosso modo, culture noire, on va dire ça comme ça, que Mhm. moi, et ben, je n'ai pas développé des complexes parce que je voulais avoir les critères de beauté des blancs. Je savais que j'étais Mm. pas blanche. Pourquoi j'allais vous jalouser les gens qui ont les cheveux lisses? Hein? Oui. Les gens complexés, oui, j'aime pas mes cheveux. Mais je m'en fiche, j'ai pas tes cheveux. Pourquoi je vais vouloir avoir tes cheveux? Je suis noire, j'ai grandi avec des cheveux crépus. Mm. C'est quoi? Vraiment, je les regardais. C'est quoi vos vieux complexes? Je parle des femmes, des filles noires, du coup, des filles Mm. noires en France que je côtoyais à l'époque. Vraiment, j'ai regardé, mais c'est quoi vos vieux complexes, là? Mm. T'es- Mm. Comment ça, tu veux avoir les cheveux lisses pour faire quoi? Mais Du coup, tu n'as jamais vécu de défrisage étant petite. ah, T'as pas été bien sûr que j'ai eu défrisée. les cheveux défrisés, mais parce que ça facilitait la personne qui me coiffait, pas parce que j'étais Mm. complexée de mes cheveux. Tu vois, Mm. parce qu'à Mhm. l'époque, on n'avait pas tous les produits là, on n'avait pas tous les tutos, il y Mm. avait pas. C'était le strict minimum, c'est on tire tes cheveux, on fait des Mm. tresses, t'as mal. Mm. C'est la personne qui me coiffait qui était fatiguée. Oui. Moi, j'adorais mes cheveux, j'aimais ce volume. Mm. Tout le monde avait les mêmes cheveux que moi en plus, et c'était ok. Mm. Mais ou des locks, et c'était complètement, moi, c'était ça mes critères de beauté. Moi, c'est Ouais. le volume où je veux des locks, c'est tout. Mm. Mais le truc où je veux des longs cheveux lisses, oui, je veux passer le peigne et puis ça fait ça, je veux pouvoir balancer ma tête et puis Voilà. cheveux au vent. J'étais là, mais ou avoir les traits fins, ou moi je suis là, mais vous Mm. voyez à qui vous vous comparez? Mais vous avez un problème dans votre... Mais vraiment, je regardais psychologiquement, je dis, mais ces femmes ont des problèmes dans leur tête. Vous voyez pas que les gens avec qui vous vous comparez là ne vous Mm. ressemblent pas? J'ai jamais eu ces problèmes de complexes et tout qui ne m'appartenaient pas. Au moins avoir des complexes entre femmes noires, genre, mes fesses sont plus petites que ma voisine. À la rigueur. À la rigueur. Mais Ça ressemble pas les du tout. cheveux, la morphologie, oui, je vais être plate comme une planche à pain. Non, moi, j'ai grandi entourée de femmes qui avaient des grosses fesses, du ventre, enfin, qui Mm. étaient en chair, quoi. Qu'est-ce que je vais aller me comparer? C'est pas la Mais norme. c'était la norme. Et, C'est trop mince. et en plus, comme il fait chaud, on s'habille pas beaucoup. La chair est dehors. Et c'est ok. Moi, j'avais l'habitude de voir de la cellulite, des peaux pâlisses et tout. Là, tout le monde va avoir un ventre plat, la police, pas de cellulite, être mince. Mm. J'étais là, mais moi, je sais pas à qui vous vous comparez, mais je me sens pas Mm. concernée. Donc, Du tout. du coup, ça, je n'ai pas eu dans mon adolescence. J'ai vraiment vécu une adolescence très simple parce que je me suis dit, mais attends, moi, je suis belle dans mon identité. Moi, ça me va très bien. Moi, si je me compare aux gens qui me ressemblent, ça va. Je suis dans mes critères de beauté. Mais c'est sûr que si je vais regarder un autre type de femme, tu m'étonnes que tu aies des complexes. C'est comme si je regardais des personnes asiatiques et je me disais, ah mon Dieu, je suis moche, j'ai pas les yeux bridés. Mais ça, quand je le dis comme ça paraît absurde. Mais c'est pareil avec vos complexes de je veux des cheveux lisses. C'est pareil. C'est comme dire, ah, je suis moche parce que j'ai pas les yeux bridés. Non, mais Tu n'es pas censé non, avoir les yeux. vraiment, si vous allez vivre ça ou que vous vous préparez à vivre ce Mm. changement-là, comparez-vous aux comparables, s'il vous plaît. Ne nourrissez pas des nouveaux critères, des comparaisons bizarres qui vous concernent pas. Vous avez des complexes qui ne vous appartiennent pas. Voilà. Mm. Ça, je voulais vraiment le préciser parce que c'est vraiment un truc que vous allez commencer à avoir parce que les autres personnes ne vous ressemblent pas. Mm. C'est ok. Ils viennent pas de chez vous. Mm. Détachez-vous C'est de vrai. ça.
Voilà. Parce que nous, chez nous, on avait l'habitude, enfin, c'est même pas on avait l'habitude, c'est toujours maintenant, c'est tous les dimanches coiffure. Ouais. On enlève la coiffure de dimanche Et on dernier. refait la coiffure pour la semaine. On refait voilà, exactement. Les blancs, Et ils c'est font pas ça. Ils attendent d'avoir les cheveux gras pour se laver les cheveux et c'est tout. Mais qu'est-ce que vous comparez à ce genre de routine, en fait? non, c'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Et j'ai tellement pris l'habitude que je me disais, mais quand j'aurai ma propre famille, moi, je veux mes dimanches. Je veux mes dimanches où on s'assoit tous là. Il y a la tante qui tresse un tel, il y a la maman qui tresse un tel. Et franchement, c'était OK. Je suis partie à Marseille. Moi, je voulais pas les cheveux lisses. J'ai appris à tresser à 9-10 ans. Mes copines étaient là. Est-ce que tu peux me tresser? Tu peux me tresser? Mes copines, mais moi, c'est pour ça que je comprends pas, ces trucs-là de défrisage. Mais on n'a pas vécu la même situation. Donc, C'est ça. voilà. Voilà. Je tenais à le préciser, ce côté complexe et comparaison à d'autres personnes qui se ressemblent pas, parce que ça n'a pas sa place. Vous aurez d'autres problèmes plus graves. Ne prenez pas celui-là. Vraiment. Clairement. Voilà. Faut pas trop, Ne tergiversez pas dessus. Franchement, il y a des problèmes plus graves. Comparez-vous aux comparables. Regardez les gens qui vous ressemblent un minimum. Ne cherchez pas à avoir les yeux bridés, ça sert à rien. Ok, d'accord. Laissez ça aux personnes qui sont nées comme ça. Voilà. Mais je tenais à préciser ça pour clôturer cette question, parce que c'est hyper important dans la construction de votre identité, les questions que vous allez remettre en cause. Voilà. On peut continuer. Ça marche. Merci beaucoup, Viviana. Et si, par exemple, maintenant, on revient lycée, pardon, première terminale, t'as fait partie dans un lycée général? Oui. Est-ce que tu avais, du coup, l'information du lycée professionnel que ça existait ou pas du tout? Alors précisément, j'ai fait un lycée technique, ce qu'on avait général et technique. Technique, à l'époque, du coup, c'était considéré comme la frontière entre le général et le professionnel. Mais malheureusement, je suis arrivée je dis malheureusement parce que oui, aujourd'hui, je le regrette. Malheureusement, je suis arrivée en France métropolitaine qu'encore le professionnel, j'ai l'impression que ça s'est un petit peu plus démocratisé aujourd'hui, j'en sais rien, mais j'ai l'impression qu'on en parle un peu plus, maintenant qu'on voit que travailler, c'est la finalité, Clairement. voilà, On diabolise moins le Voilà, c'est moins professionnel. diabolisé, mais malheureusement, je suis arrivée à une période où moi, c'était diabolisé. Et tu vas en lycée professionnel, c'est que t'es bête. C'est tout. C'était le raccourci. Tu vas en professionnel, t'es bête. Voilà. Alors que je n'étais absolument pas bête, j'étais une très bonne élève. Et en plus, j'étais très attirée par les métiers manuels, par l'artisanat surtout, parce que j'aime le beau, j'aime l'objet, j'aime la créativité. Je suis sûre que si c'était pas diabolisé, je me serais direct tournée vers le professionnel. Ça, j'en suis sûre et certaine. Mais non, c'était beau. Mais quand je vous dis que c'était diabolisé, c'était vraiment la diabolisation plus, c'était ta phobie. Si tu allais, si on te disait tu vas en lycée professionnel, c'est bon, t'avais échoué ta vie. C'est vraiment le truc. C'est qu'on ne cherchait même pas à aller en général, on cherchait à éviter d'aller en lycée professionnel. Genre, c'était un stress supplémentaire. Je ne veux pas finir au lycée professionnel, mes parents vont me tuer. C'est vraiment pour vous dire quel niveau de diabolisation. Et du coup, on faisait tout pour rester en général, sur une voie générale, pour avoir l'air intelligent, et pas bête. Et du coup, mais moi, j'avais cette dualité de, je suis manuelle. Alors, j'aime les trucs, j'aime la créativité, j'aime l'art, j'aime le beau, j'aime faire des choses concrètes de mes mains. Mais je suis intelligente. Oui, je dis mais, entre deux grosses guillemets. Donc, on n'est pas censé faire des métiers manuels. Si tu es intelligente et que tu as des bonnes notes, c'est pour rattraper les gens là qui ont pas les cerveaux, mais ils ont les mains. Ah, super. Donc, on peut pas avoir les deux dans ce pays. Ok. Donc, je me forçais à rester dans du général et je suis plutôt allée faire un lycée technique. J'étais dans un lycée qui faisait, comment ça s'appelait? C'était IGC, c'était information de gestion et de communication. Peut ramener aux voies un peu soit communication, soit commerciale. Bon, à l'époque, j'ai pris ça par dépit parce que moi, je voulais faire un lycée, je voulais faire STI art appliqué. Mais à l'époque, il y avait très peu d'écoles. Je crois qu'il y en avait trois lycées qui faisaient ça à Paris. Et si t'avais pas 18, 20 de moyenne, c'était mort. Je n'avais pas 18, 20 de moyenne. J'étais plutôt dans les 15, 16. Ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai fini. Quand même super, en fait. Oui. Non, mais c'est vraiment des écoles d'élite. Comme il y en a pas beaucoup, il y a qu'une classe par an.
on prend la crème de la crème. On peut pas juste prendre le moyen, on prend la crème de la crème. Et du coup, j'avais pas été prise à ces lycées-là parce que j'étais pas dans la crème de la crème. Et j'ai fini en IGC. J'avoue qu'à l'époque, c'était par dépit, je savais même pas ce que c'était IGC, j'étais juste là pour être là. Et moi, je suis très autant j'ai pas de passion, mais je suis quand même une passionnée. Si j'aime pas, je fais pas. Et jusqu'à présent, c'est comme si je n'aime pas, je ne fais rien. Donc je suis arrivée au lycée, j'ai complètement décroché. Moi, je voulais aller en STI art appliqué, j'ai pas eu, maintenant je fais rien. J'ai fait la grève en tout mon lycée. J'ai fait la grève. Contre qui je me battais, contre quoi, je ne sais pas, mais je me sentais révoltée. Vraiment, j'étais révoltée. Je me suis trimballée une déception, une tristesse alors que j'ai toujours aimé l'école. Moi, je faisais partie de ces élèves. J'aime l'école. Je ne sèche pas. Les copains qui étaient là, viens, on va pas à tel cours. Non, tu vas sécher tout seul. Ce sera sans moi. J'étais de ces élèves-là. Jamais d'heure de colle, rien. J'étais l'élève modèle, pour vous dire. Arrivée au lycée, quand je vous dis que j'ai décroché, mais j'étais une autre personne. Hein. Tu suivais, c'est toi qui amenais les autres Non, moi j'étais plutôt celle qui suivait parce que j'en avais plus rien à faire. Je ne veux pas être là. Donc tu me proposes de sécher. Allons. Ce cours ne m'intéresse pas. Pourquoi je vais aller faire semblant? Allons. Bon, voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à sécher. C'est là où j'ai découvert les heures de colle. Attends, déjà que tu veux pas être là, en plus, on t'oblige à être là en plus. Mais c'est quoi ce concept? Vraiment, j'ai complètement décroché. Et j'ai redoublé. Moi, j'ai redoublé alors que j'étais censée être une bonne élève à la base. Après, c'est moi qui ai demandé à redoubler. Parce que c'était ça ou ça avec mes notes, ça te fait aller dans une voie encore pire que je ne voulais pas. Je me suis dit, oulala, déjà que je décroche parce que je ne veux pas être là. Si en plus je m'enfonce dans je ne veux pas être là, on va me perdre. Et on allait me perdre. Vraiment. Et heureusement, je me suis réveillée, je me suis dit, oulala, ressaisis-toi, Bibiana, ressaisis-toi. Il s'agit de ta vie. Là, je me suis dit, j'ai demandé à redoubler. Pour me ressaisir vraiment l'année d'après consciemment et j'ai vu que j'étais pas trop mauvaise dans les langues, dans le français, enfin toutes les matières littéraires. Donc du coup, je me suis rattrapée l'année d'après pour finir en littérature. Donc j'aurais dû rester en IGC, mais je savais pas encore que j'étais bonne dans les voies commerciales et compagnie. J'avais pas encore ces notions-là, parce que pour moi, si c'était pas l'artisanat, je voulais rien faire de ma vie, donc je me suis pas orientée sur qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Non, vraiment, c'était en mode dépression. Je me laisse vivre, je laisse la vie me porter où elle veut. Et je me suis égarée jusqu'à ce que et j'ai eu le mauvais réflexe de regarder mes notes. Les notes ne vous définissent pas. Parce que vous êtes bonne en français qu'il faut aller faire littérature. Non! Ça a été mon erreur. Erreur sur erreur à partir du lycée. Du coup, j'ai fini en littérature. Mais j'étais bonne, une fois de plus, philosophie, c'était ma came, mais tu fais quoi comme métier avec des bonnes notes en philosophie? Non, mais il y a des gens dans ma classe, oui, je veux faire Hippocagne. Mais c'est Hippocagne, c'est les espèces de grandes écoles là d'intellectuels pour aller faire quel genre de métier? Je ne sais pas, mais ils font littérature, philosophie à gogo. Mais c'est pour faire quoi dans la vie? C'est la même qui m'a dit je veux faire Hippocagne, maintenant elle a ouvert un restaurant. Elle fait pas du tout. Non, mais ça sert à rien. Je suis désolée pour les gens qui font ça, mais si tu veux pas devenir écrivain ou grand professeur d'école, ça sert à rien. Arrêtez. Si vous faites ça, arrêtez. Vraiment, je prends la responsabilité, je vous dis, arrêtez. Vous allez rien perdre. Il y a rien derrière. Il y a rien. Si tu veux pas être professeur de français, de littérature, devenir, voilà, un doctorant en philosophie, arrêtez ça. Arrêtez. Allez faire réellement ce que vous voulez faire, là. Vous perdez votre temps. Vous allez gagner. Je vous dis, elle a ouvert un restaurant, ça fonctionne très bien. Elle est heureuse. Elle est heureuse. Ça lui a servi. Il y a une voie très facile. Non, mais, sérieux. Mais on ne saurait pas été diabolisé. Ça se trouve, elle aurait fait restauration, un lycée hôtelier. Depuis le lycée, elle aurait gagné 10 ans de sa vie. Moi, c'est ça mon seul regret. Je fais purée, j'aurais gagné 10 ans dans ma vie sans si j'avais fait un lycée professionnel. Vraiment, je regrette. Quand je vous dis, c'est le plus gros regret.
de mon parcours scolaire, c'est ça. Moi, j'ai fini en littérature. Pareil, littérature, ça sert pas à grand chose si tu veux pas devenir rédacteur, écrivain, des trucs où tu écris, où tu utilises les langues. Je voulais pas faire ça. Donc, qu'est-ce que je faisais là? Pareil, j'ai continué à sécher, j'ai continué à décrocher. Voilà. Ça a fini comment? Mais je n'ai pas eu mon bac. Voilà. T'as pas eu son bac la première année. Tu l'as refait, du coup? Est-ce que je l'ai refait? Non, j'ai laissé tomber. J'ai laissé tomber. J'avais déjà redoublé une fois. J'allais pas passer ma vie au lycée alors que je déteste être là. Au bout d'un moment, faut savoir abandonner quand oui, on nous force à, oui, c'est pas bien d'abandonner. Abandonner, c'est nul, c'est pour les lâches. Non, il y a des choses qu'il faut abandonner. Faut reconnaître que c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. OK? Et c'est complètement OK. Et les choses vraiment quand c'est pour toi et que c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur. Oui, mais là, ça me tenait pas à cœur. Je voulais pas être là. Je vais m'accrocher à ça pour, voilà. J'ai laissé tomber. Voilà. Parce que je savais très bien que le bac littéraire n'allait me servir à rien dans ma vie. Je suis plutôt allée faire une école. Là, je me suis dit, tu voulais faire quelque chose de manuel à la base. Essaie de te raccrocher à ça. Arrête de regarder tes notes. J'ai fini par me dire, arrête de regarder tes notes en meuf. Wow. Et regarde où ça t'a mené. Est-ce que ça t'a servi? Absolument pas. Donc là, je me suis dit, tu veux faire quoi? À la petite fille en moi, elle voulait être styliste, elle voulait être dans la mode, elle voulait coudre. Je voulais faire des vêtements, moi, à la base. OK? Le sens sur ton âme. Voilà. Donc, je suis allée faire une école, une prépa mode où t'avais pas besoin d'avoir le bac parce que, du coup, la prépa, elle est tellement intense que c'est là où t'allais apprendre les bases. Mais figurez-vous que je suis arrivée là-bas. J'ai détesté. Toute ma vie, je voulais être styliste. J'arrive là-bas, j'ai détesté. Comme quoi, il faut tester. Non, mais il faut tester parce que on nous dit oui, machin, c'est ton rêve, mais faut tester en fait. Non, mais des fois, ton rêve n'est qu'une illusion. Oui. Et ce fut la grosse désillusion, les amis. Mais quand je vous dis la grosse désillusion, j'étais triste. Je m'attendais à ce que une passion naisse, que la styliste en moi se révèle. Rien, nada, rien, que nenni, walou, niet, vraiment. Je dis, mais maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Déjà, quand je me penchais sur mes notes, ça m'emmenait nulle part. Je me penche sur ce que je veux réellement faire. Grosse désillusion. Mais quand je vous dis que je suis allée de désillusion en désillusion, on m'a perdu là. Déjà, est-ce que tu avais quelqu'un avec toi? Rien. Du tout. Rien, Laetitia. Rien. Quand je dis rien, j'étais livrée à moi-même. Et pourquoi du coup? Mais parce que c'est toi qui voulais pas c'est pas ça, j'étais l'une des premières, en tout cas dans mon cocon familial proche, à faire des études en fait. Donc les autres qui n'en avaient pas fait, qui étaient déjà dans le monde du travail depuis, qui peut-être même n'avaient pas eu leur bac de diplôme ou quoi que ce soit, et qu'est-ce qu'ils allaient me conseiller? Et même ils ont pas suivi cette voie, ça leur parle pas, ils connaissent pas. J'étais seule dans mon truc. C'est pas que je voulais pas d'aide, c'est que je voyais pas à qui m'adresser. En tout cas, dans mon cocon que je connaissais, il y avait pas. Donc vraiment, j'étais livrée à moi-même. Meuf, débrouille-toi, fais quelque chose parce que là, si tu t'aides pas, ça va être compliqué. Donc, quand même le ciel va t'aider. Je savais même pas quoi demander au ciel. C'est juste là. Oh Seigneur, fais quelque chose de ma vie. Mais genre, je pense que Dieu me regardait. Oui, mais quoi? Dis-moi ce que tu veux que je te donne. Vraiment, j'étais désemparée. Et là, je me dis, je vais pas rester là. Ça sert à rien. Je suis mal. Puis je fais quoi? Et là, je commence à vivre par l'audace. Vraiment, je me dis, oser, parce que là, j'ai plus rien à perdre. Je vais aller de désillusion en désillusion. Je n'ai plus rien à perdre, en fait. Je vais voir la directrice de l'école de mode et je lui dis, moi, ce que je veux faire des choses manuelles, en fait. J'en ai marre d'être à l'école et de faire du théorique. Là, ça me parle pas. Parce que je vous rappelle, j'aime le manuel. Moi, j'aime l'artisanat. Je veux faire des choses concrètes. Vos blabla, là, devant un tableau, je m'en fous. C'est le seul truc qui me faisait vibrer, c'est que je sais que le blabla, la théorie, je m'en fous. Moi, j'ai besoin d'implémenter les choses, j'ai besoin de les expérimenter pour que ça rentre dans mon crâne. Ok? Ça, c'était le seul truc auquel qui était toujours là, et qui n'était pas mort dans mes désillusions. C'est, t'as besoin de faire pour apprendre, pour ancrer les choses en toi. Là, je dis à la directrice, je veux aller en stage. Je viendrai plus à l'école.
Comment ça, tu viens plus à l'école? Je m'en fiche d'être en cours, ok? Je vais aller en stage, je vais apprendre un truc concret, un vrai métier. Mais il n'y a pas de stage prévu dans cette année. J'ai dit, si vous ne me laissez pas aller en stage, si vous ne me donnez pas une convention de stage, je paye plus. Merci d'avoir écouté cet épisode et maintenant c'est le moment de passer à l'action. Les anges écoliers ont besoin de toi. Tu peux remplir le questionnaire en description, faire un don sur lesangesécoliers.org ou tout simplement les suivre sur Insta pour voir l'impact concret de leur travail et les soutenir. Parce qu'un avenir, ça se construit ensemble. Donc à toi de jouer et je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Insulaire Podcast.